Merci à toutes et tous donc pour l'accueil. Et moi, ça fait vraiment plaisir de revoir beaucoup de têtes connues ici. Donc, vous m'avez invité pour parler de la crise écologique. Et moi, j'avais un peu mis comme sous-titre Anthropocène ou Capitalocène parce que c'est un peu le débat. Et évidemment, je viens ici vous parler de ça parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le capital, c'est nous ». Alors peut-être la première chose que je peux vous raconter, c'est pourquoi j'ai écrit ce livre, dont le sous-titre c'est Manifeste pour une justice sociale et écologique. Alors c'est un livre qui vient un peu de loin. Alors François disait oui, c'est fait à la sueur du front. Oui, c'est un livre qui vient un peu de loin parce que je pense que quand je suis arrivé d'ailleurs à l'INRA, c'est un livre que j'ai écrit après être arrivé à l'INRA, j'avais une énorme colère par rapport au système absurde dans lequel on vit, où on a l'impression qu'on est enfermé dans une logique infernale et qu'on va droit dans le mur, et notamment sur les questions écologiques. Et puis qui est aussi un système qui est assez injuste socialement. Et si on veut mélanger les deux, je vous donne juste un chiffre, c'est la moitié de l'humanité qui émet autant de CO2 que 50% de l'humanité. Et il me semblait qu'il manquait un peu un ouvrage de synthèse pour essayer, pour les militants essentiellement, politiques, mais aussi pour tous les citoyens qui s'intéressent à comment changer la société, qu'il manquait un peu un ouvrage de synthèse pour dire trois choses. Pourquoi il faut changer de système et de logique économique, première chose. Deuxième chose, quelle société, alors moi j'utilise le terme d'éco-socialiste, on peut construire dans l'avenir. Et la troisième chose, qui est le plus compliqué, c'est comment on chemine de l'un à l'autre, c'est-à-dire l'état actuel, la perspective d'une société plus émancipée et comment on chemine de l'un à l'autre. Alors, l'idée, c'est, on écrit toujours, je pense, j'ai entendu quelqu'un dire ça, on écrit toujours les livres qu'on aurait aimé lire, et donc c'était un peu ça l'objet de ce livre. Quand j'étais jeune, et certains d'entre vous l'ont peut-être lu Éléments d'écologie fondamentale et appliquée de François Ramade, qui était mon professeur donc à Orsay. Et j'avais beaucoup aimé, alors même si François Ramade n'était pas quelqu'un de très sympathique en lui-même, mais son livre au moins était très utile, a toujours été utile à des générations d'écologues, avec l'idée que il y a une synthèse, bon, elle est perfectible, mais au moins on peut y retourner et ça nous permet d'avoir les bases. Donc c'était un peu ça en fait l'idée de départ de ce livre. Alors je l'ai écrit effectivement avec une triple ou une quadruple casquette. La première casquette, c'est en tant que militant politique quand même. La deuxième, puisque je suis militant politique depuis longtemps, depuis 95, d'abord pour ceux qui me connaissent pas, à la LCR et ensuite au NPA et maintenant à la France Insoumise. Mais aussi en tant que deuxième casquette, en tant que syndicaliste, et certains ici le savent puisque j'ai été longtemps à la CGT. INRAE. Et troisième casquette aussi un peu quand même en tant que scientifique et chercheur, puisque j'ai travaillé ici sur l'effet des changements climatiques sur les forêts. Alors, je traite dans le livre de beaucoup de choses, d'une triple prédation du système dans lequel on vit. Alors, une prédation d'abord du capital sur le travail. Vous verrez, j'ai quand même une analyse assez marxiste de la société et de son évolution. Mais une deuxième prédation qui est une prédation du capital, et je vais essayer de détailler ça, sur la nature. Et une troisième prédation qui est, je dirais, des oppresseurs sur les opprimés, mais la principale, c'est évidemment l'oppression des hommes sur les femmes, et donc je traite beaucoup dans le livre aussi de la lutte contre le patriarcat pour une société émancipée par rapport à ces questions-là. Et dans les oppressions, il y en a d'autres, évidemment, il y a l'homophobie, il y a le racisme, il y a le fait que des groupes oppriment d'autres groupes pour leurs choix, leurs orientations sexuelles ou juste parce qu'ils sont des femmes ou par rapport aux hommes. Ce qui m'a intéressé dans le livre, je ne le détaillerai pas là, c'est comment on travaille à l'intersectionnalité entre ces prédations. C'est-à-dire comment à la fois lutter contre le sexisme permet aussi de lutter contre l'injustice sociale, mais aussi lutter contre le sexisme permet de lutter contre les problèmes écologiques et notamment un truc très simple sur la bifurcation écologique, c'est qu'on a quand même une question démographique qui peut être posée, on est 7 milliards, 10 milliards. Bon, moi, c'est pas mon approche de partir de la question démographique et de dire qu'elle est centrale, mais si vous voulez éviter que la population explose, la meilleure mesure, c'est l'émancipation des femmes. Bon. Et on le sait, dès que les femmes ont accès à l'éducation, accès à la contraception, on a une diminution en fait de la natalité, et donc c'est quelque chose qui est aussi écologique en fait. Voilà. C'est juste pour vous présenter les intersections. Alors là, pendant une vingtaine de minutes, je vais essayer de me focaliser pour ce qui se concerne la présentation d'aujourd'hui sur quelques points saillants qui peuvent vous intéresser.
en vraiment regardant la question du rapport entre le capital et la nature. Mais évidemment, je traiterai un peu des autres questions, mais c'est ces aspects-là que je vais essayer de regarder. Avec les 3 points que j'ai mentionnés, c'est-à-dire d'abord comment on regarde l'interaction entre le capital et la nature en termes d'analyse du système économique aujourd'hui. Ensuite, comment on peut imaginer une société plus harmonieuse, éco-socialiste, quelles sont les pistes pour qu'une société fonctionne et ne soit pas prédatrice vis-à-vis de l'environnement. Et troisième chose, c'est comment les mouvements à la fois écologiques et les mouvements sociaux peuvent travailler ensemble pour cheminer en fait, vers cette société éco-socialiste. Alors, la question de la prédation du capital sur la nature, c'est un vaste débat en politique, notamment plus d'ailleurs aux États-Unis, où il y a tout un débat sur la qualification entre anthropocène ou capitalocène. Bon, pour aller très rapidement, l'idée c'est que on a une modification très forte de notre environnement, et certains disent qu'on est dans l'anthropocène, c'est-à-dire que c'est depuis que l'homme est arrivé qu'il a modifié fortement son environnement, et donc voilà, c'est essentiellement l'activité humaine en soi. D'autres auteurs ont expliqué que ce n'est pas l'activité humaine en soi, c'est l'activité humaine à partir de la révolution industrielle qui pose vraiment des problèmes en termes de limites écologiques, et que ça, c'est lié en fait au fonctionnement du capitalisme. Donc, ce que je vais essayer de décrire là, c'est mon point de vue sur ce sujet, et pourquoi c'est important politiquement. Alors, avant d'en arriver à analyser ça un peu dans le détail, j'ai essayé de clarifier dans le livre, bon, ici je pense que vous êtes bien au fait de ces questions-là, mais quels sont les éléments de la crise écologique ? D'abord, le premier élément qui me semble central et qui est souvent oublié dans les médias, c'est qu'elle est multidimensionnelle. Il n'y a pas que le changement climatique. Il y a la crise de la biodiversité, on est dans la 6e extinction de biodiversité. Il y a les pollutions majeures, hein, microplastiques, maintenant on parle de nanoplastiques, mais ces pollutions, moi je les étudie en tant que député sur les questions des croisières, hein, on a un gros dossier là-dessus, et c'est un gros problème de santé publique, mais c'est aussi un problème pour ces pollutions, c'est un problème pour la biodiversité, donc vous voyez bien que les choses sont liées, puisque la disparition des insectes et des oiseaux doit beaucoup aux pollutions, aux pesticides, hein, mais qui aussi impactent les agriculteurs. Donc on voit bien que toutes ces crises interagissent. Et dernière facette de la crise écologique, c'est le fait qu'on est dans un environnement limité. Bon, ça paraît assez banal, mais que les ressources sont limitées. Donc depuis le Club de Rome, on sait que les ressources en charbon, les ressources en pétrole, mais les ressources aussi en terres rares qui font vos téléphones sont limitées. Donc on a quand même 4 dimensions de la crise écologique, et vous le voyez, elles interagissent les unes avec les autres. Deuxième élément fondamental, c'est que ces crises écologiques ont un caractère à la fois de vitesse et de globalité. C'est-à-dire que c'est ça la spécificité de la crise écologique par rapport à ce qui s'est passé dans les périodes précédentes. Et on le voit sur différentes facettes de cette crise écologique. Bon. Vitesse, bon, je pense que sur les chiffres sur le changement climatique sont très parlants. Des fois, il faut revenir à 2 millions pour l'acidification des océans, il faut revenir à 2 millions dans le passé pour voir des vitesses d'acidification aussi rapides. Pour le changement climatique, c'est pareil. On a déjà connu des moments dans la planète où on avait autant de CO2 et où on avait une température supérieure, mais les vitesses de changement n'ont jamais été aussi rapides. Là, on fait ça en un siècle. Sur les dinosaures, c'est pareil. Hein, sur l'extinction des dinosaures était moins rapide que l'extinction actuelle des espèces. Donc ça, c'est la rapidité. Le deuxième élément central, c'est la globalité. Bon. C'est-à-dire que globalement, on a toujours modifié l'environnement. Ça, c'est vrai. Enfin, l'être humain, et je vous en donnerai des exemples après, a modifié son environnement depuis que presque les hominidés existent. Mais le caractère global de cette modification est quand même relativement récente. Et donc, c'est le changement climatique qui est le principal facteur. Mais on peut penser à l'ozone aussi, qui a longtemps été un souci aussi. Alors, par rapport à cette question, je pense qu'il y a 2 écueils avant de rentrer dans le vif du sujet. Il y a 2 écueils. Il y a un premier écueil qui est une forme d'angélisme écologiste qui consiste à dire la nature c'est bien et l'homme peut vivre en harmonie avec la nature, etc. Bon. Pourquoi je parle de ça ? Parce que y a des courants écolos qui du coup sous-estiment le fait que nous avons toujours transformé l'environnement. Je prends 2 exemples que vous connaissez ici, hein, mais premier exemple, les hominidés, quand ils sont arrivés en Australie ou dans les Caraïbes, ils ont fait disparaître tous les grands mammifères, prédateurs, parce qu'en fait, ils faisaient de la chasse.
Et donc même avant l'agriculture, on a entraîné des extinctions d'espèces. Bon. Autre exemple, on a modifié profondément en fait les espèces végétales avec l'agriculture et la sélection que les agriculteurs faisaient. Donc globalement, oui, on modifie en fait l'environnement et non, la nature n'est pas bonne en soi. Enfin, bon, ça nous emmènerait loin de discuter de cette affaire, mais ça a des conséquences sur, y compris les pesticides, mais ça a des conséquences sur les vaccins. Oui, il y a des moments où on a besoin de développer la science, on a besoin de développer l'agronomie pour nos besoins. Donc ça, c'est une facette qu'il faut éviter. Autre facette aussi que je trouve beaucoup dans les théories un peu d'écologistes, c'est ce que j'appelle moi maintenant la théorie de l'effondrement millénariste. Bon. Et donc on a des auteurs, vous en connaissez j'imagine certains, qui expliquent que bon, globalement, tout va s'effondrer. Hein. C'est Pablo Servigne qui a popularisé ça ici, en France, mais c'est Jared Diamond aux États-Unis, qui ont théorisé en fait que c'était mort, ça allait s'effondrer. Bon. Moi, je pense qu'en fait, ces théories d'effondrement sont intéressantes, elles sont vivifiantes, mais néanmoins, elles n'ont pas de base proprement parlée scientifique, au sens où on voit réellement un effondrement global. Alors, il y aura des effondrements locaux. J'ai pas trop de doute là-dessus, que nos sociétés, par endroits, vont s'effondrer. Mais en général, quand elles s'effondrent, c'est plutôt d'ailleurs des effondrements sociaux que écologiques, où les deux sont liés. Mais c'est souvent les guerres qui sont qui entraînent des effondrements des sociétés. Et on n'a pas attendu la crise écologique pour avoir des effondrements. Il suffit de regarder la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, etc. Bon. Donc une fois qu'on évite en fait ces œillères un peu écologistes, maintenant comment expliquer ce caractère global et cette vitesse du changement de notre environnement? L'idée, c'est à la fois, c'est à partir de la révolution industrielle, hein, il suffit de regarder là pour la peine les évolutions du gaz à effet de serre, et c'est qu'on a une société industrielle qui est basée sur deux choses. La première chose, c'est les énergies fossiles, donc c'est un premier élément important. Et la deuxième chose, c'est une société qui tourne trop vite, c'est-à-dire qu'on a une obsession de la consommation et de la production. Et là où on explique que c'est le capitalocène et pas finalement l'anthropocène, c'est d'expliquer que l'obsession de la consommation n'est pas innée à l'être humain. C'est-à-dire que ce n'est pas les êtres humains qui décident qu'ils ont envie de consommer absolument. Cette société de consommation est construite, et elle est construite au profit en fait de ceux qui font du profit, justement. Et ça, moi je repars dans le livre de l'analyse marxiste traditionnelle sur ce qui se passe, mais en gros, ce qu'il faut bien comprendre et qui est un peu oublié maintenant, c'est que donc on a de l'argent, hein, un capitaliste, il a de l'argent, il transforme cet argent en marchandise en utilisant le travail des salariés, et ça lui permet de dégager une plus-value. Hein, vous connaissez l'analyse de la plus-value, c'est-à-dire qu'il y a une partie du travail qu'il ne rémunère pas, et de cette plus-value, il peut le réinvestir pour améliorer l'appareil de production, mais il peut aussi le conserver pour augmenter son capital. Bon. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que le capitaliste n'a pas d'autre moyen pour s'enrichir que de faire tourner de plus en plus vite en fait ce cycle argent, marchandise, argent. Et plus il tourne vite, plus il fait des profits. Bon. Et ça, c'est une conséquence, c'est qu'ensuite il faut vendre la marchandise et donc il faut pousser les gens à acheter. Bon. Et il n'y a pas vraiment de choses nouvelles là-dedans. Et ce que je explique dans le livre, c'est que plus ça tourne vite, quoi que vous fassiez, plus il y a des dégâts sur l'environnement. Et c'est pour ça qu'on arrive à des limites planétaires. Bon. Et que si on veut à un moment donné avoir une société de décroissance matérielle et des services, ça rentre en contradiction avec l'accumulation du capital. Bon, je l'explique dans le livre. Dès que vous diminuez finalement ce cycle-là, il y a un moment donné, le capitaliste, il ne s'enrichit plus. Ici, il ne s'enrichit plus, son capital décroît et rapidement, en une génération, en fait, il perd de l'argent puisque son seul argent, ça vient de son capital. Bon. Donc globalement, et quand on traduit ça politiquement, c'est la société, vous le connaissez, du travailler plus pour gagner plus, pour consommer plus et à la fin pour polluer plus. Bon. Et donc c'est là le débat qu'il y a sur capitalocène, anthropocène, c'est ce débat sur est-ce que réellement c'est le fait que c'est les êtres humains et leur activité, comme les fourmis ou d'autres choses, ou c'est les êtres humains dans un système donné qui est le capitalisme, où certains d'entre eux, ils viennent de faire plus de 100 milliards de dividendes cette année en France, les actionnaires du CAC 40, ont un intérêt objectif à ce que tout ce cycle-là tourne le plus vite. Et alors après, on pourrait réanalyser les modifications récentes du capitalisme et de voir que rien n'a changé. Ce qui est nouveau dans le capitalisme actuel, c'est notamment
les GAFA. Mais les GAFA, c'est quoi? Google, Facebook, etc. C'est des gens qui font de l'argent à partir de l'information sur vos habitudes pour pouvoir vendre ces données, en fait, pour que vous achetiez des produits. Vous connaissez, quand c'est gratuit, le produit, c'est vous. Bon. Mais on est dans une étape ultérieure, en fait, du capitalisme, où on cible le consommateur, parce qu'il y a toujours cette obsession de trouver un consommateur et quelque chose à lui vendre. Bon. Donc ça paraît évident, mais c'est quand même, ça a des conséquences politiques assez fortes, cette affaire. Parce que ça a une des conséquences politiques, c'est qu'on ne peut pas résoudre le problème de la contradiction entre le capital et la nature sans, à la fin du fin, changer de système économique et faire en sorte qu'on ait un autre système économique. Alors ça m'amène à la deuxième partie, qui est la société éco-socialiste. Du coup, s'il faut changer de système économique, quelle autre société on peut construire? Alors on a quelques pistes, puisqu'on a eu le communisme, le socialisme, et avant le capitalisme, il y avait d'autres types de sociétés. Parce qu'on n'a pas toujours eu une société capitaliste avec une industrie, un productivisme, etc. Bon. Alors, dans la deuxième partie du livre, donc, j'essaie de donner quelques pistes. C'est évidemment des pistes à construire collectivement. D'ailleurs, je dis que le premier principe, c'est un principe de démocratie qui doit être le plus fort. Et donc, c'est quand même toujours les salariés, les citoyens qui doivent s'émanciper et trouver la société qu'ils veulent. Dans ces pistes, je parle des principes moraux sur lesquels on fonde une société. Bon, vous connaissez, dans la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque je réfléchis à ces principes moraux. Notamment, je garde l'égalité et d'une certaine façon la fraternité. Mais je pense que la liberté, je le remplace par l'émancipation. Je ne vais pas détailler de ça. Mais par contre, j'y rajoute quelque chose, un principe moral, qui est le fait de préserver l'environnement. Alors moi, je le nomme Gaïa parce que c'est lié à la thèse de Lovelock. Mais l'idée, je pense que dans nos sociétés, et ça a des conséquences dans nos éducations, etc., mais on le fait, on commence à le faire, ça commence à passer. L'idée qu'on doit préserver l'environnement, ça doit être une des valeurs morales qu'on doit rattacher aux autres valeurs morales. Notez quand même que les religions, d'ailleurs, c'est pour ça que les valeurs qu'on avait collaient, puisque les religions, les grandes religions, en fait, en tout cas l'égalité, la fraternité, les grandes religions, notamment les chrétiens, les musulmans, et notamment les chrétiens et les musulmans avaient déjà ces valeurs morales. L'égalité est quelque chose d'assez important chez les chrétiens. D'ailleurs, c'est quelque chose et chez les musulmans, c'est quelque chose qui est nouveau par rapport aux sociétés de l'Antiquité. Et sur la valeur morale de préserver l'environnement, vous avez des sociétés qui avaient ces valeurs-là, on vous en trouvez en Amazonie, etc. Donc l'idée qu'à un moment donné, il faut revenir aux valeurs et à l'éthique, c'est aussi quelque chose qui est une rupture, en fait, je pense, avec le marxisme traditionnel que j'ai essayé de creuser. Ensuite, si on vient dans les détails de comment fonctionnerait une société comme ça, le premier point, c'est la socialisation des communs. Alors, j'ai une réflexion dans le livre, dans un chapitre qui est dédié aux communs. Bon, j'utilise essentiellement Dardot et Laval qui ont écrit un livre là-dessus, et Elinor Ostrom, que certains connaissent ici, je pense, qui est là, prix Nobel, qui a travaillé sur les communs. L'idée, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent être gérées en commun. Et c'est mieux de les gérer en commun. Bon. Et donc, je fais une analyse un peu analytique de c'est quoi ces choses. Donc, c'est en gros des ressources, mais elles peuvent être soit illimitées. L'air, c'est une ressource illimitée. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous utilisez la ressource que l'autre va être en vente privée. Il y a des ressources qui sont limitées, qui se reproduisent, comme le poisson. Et puis, il y a des ressources qui sont limitées et qui ne se reproduisent pas. Ou alors il faut les reproduire par du recyclage. Chez les ressources minières, par exemple, l'uranium ne se reproduit pas. Alors, enfin bon, ceux qui sont pour le nucléaire vous diront avec le MOX, etc. Enfin bref, pas rentrer dans le détail. Mais globalement, il y a des ressources qui ne se reproduisent pas. Et donc, j'ai une analyse là-dessus sur comment on travaille sur la socialisation de ces communs. Et ma réponse est que c'est pas forcément l'État voilà, on peut avoir une nationalisation, une gestion à l'échelle de l'État, mais ce qu'explique Elinor Ostrom et d'autres, c'est que le bonne échelle de socialisation, c'est pas forcément ce niveau-là. Ça peut être le bassin versant pour la gestion de l'eau, ça peut être la ville, ça peut être même le quartier pour certains communs. Voilà. Et donc il faut imaginer aussi des communs qui soient gérés à des échelons qui soient plus locaux. Et puis il faut séparer la propriété. La propriété peut peut-être d'ailleurs être nationale, et l'usage. C'est deux choses différentes. Voilà. Et puis le contrôle, c'est encore une troisième chose. C'est-à-dire que ceux qui utilisent le commun ne sont pas forcément ceux qui décident et qui le contrôlent. Donc l'idée, c'est d'avoir une autogestion des communs quand c'est possible, à la bonne échelle. Donc ça peut être la nation, ça peut être l'Europe, ça peut être le monde d'ailleurs. Et c'est le cas, c'est déjà le cas sur certaines questions. Par exemple, on n'a plus le droit d'enfouir des déchets nucléaires dans les fosses marines.
Bon, ça, un jour, on a décidé ça quand même, dans les années 80. C'était pas mal, mais il y en a, hein, au golfe de Gascogne, il y a plein de déchets nucléaires qui ont été foutus là. Donc ça, c'est le premier point sur la gestion des communs. Deuxième élément sur lequel je reviens un petit peu, mais qui est un peu évident, c'est que pour beaucoup de choses, si on veut améliorer notre société et éviter la prédation sur la nature, il y a pas mal de choses qui seront possibles par des normes, par des règles qu'on se fixe, que la loi est importante. Alors je reprends l'exemple de l'ozone, c'est comme par la loi qu'on a interdit les produits qui détruisaient la couche d'ozone, et ça a marché. Alors on avait des produits alternatifs pour foutre dans nos frigidaires, mais n'empêche qu'on a sauvé la couche d'ozone avec cette affaire. Et donc tous ceux qui disent non à l'écologie punitive, ils sont bien gentils, mais il y a un moment, si l'ensemble des citoyens décident que quelque chose est interdit, il doit être interdit. Bon, je dis ça parce qu'on a le débat sur le glyphosate, on a le débat sur certains pesticides, mais il y a certaines choses qu'on peut interdire et c'est possible de les interdire. Voilà. Et enfin, le nerf de la guerre, c'est pour le reste. Parce que les communs, je n'ai pas parlé des communs qui ne sont pas liés à l'environnement, mais l'hôpital, l'éducation, on voit bien comment on peut gérer ça avec des services publics, des fonctionnaires territoriaux. Ça, on voit bien. Le problème, c'est les biens communs. Et c'est là où le capitalisme est fort, c'est la consommation de vos chaussures, de vos vêtements, etc. Alors comment on gère ? Moi je pense, et c'est une proposition, une piste, qu'on peut sortir de la société d'accumulation du capital sans sortir du marché. Et qu'on a besoin d'un marché pour ces biens, on va dire, d'usage courant. Parce qu'il y a une question d'offre et de demande, et moi je ne suis pas contre l'idée que l'offre et la demande peuvent réguler en fait la production de biens. Le problème, c'est le fait que de ce marché de biens et d'échange entre de l'argent et de la marchandise, qu'il y ait une plus-value qui soit privatisée. Qu'il y ait une plus-value, c'est-à-dire que tout le travail ne soit pas rémunéré aux salariés, ce n'est pas choquant. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'accumuler un peu d'argent pour réinvestir, par exemple, dans l'appareil de production. Donc on a besoin d'accumuler du capital. Le problème, et ce qui ne va pas, c'est que le capital qu'on accumule, en fait, c'est un capital qui appartient à une minorité privée, et maintenant ça appartient à des actionnaires qui n'ont aucun rôle dans l'entreprise. Donc en fait, les gens qui s'enrichissent sur l'activité des salariés ne sont même pas dans l'entreprise. Ils ne savent même pas, d'ailleurs, souvent, ils ne savent même pas qu'ils ont le capital de l'entreprise, puisque c'est géré par des portefeuilles. Voilà. Donc tout ça, il faut le désolidariser pour qu'on soit plus piloté par la logique d'accumulation du capital. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on peut imaginer des sociétés autogérées, avec des modes de gestion qui le souhaitent d'ailleurs, qui continuent à fournir de la marchandise, etc. Mais par contre, que la plus-value soit socialisée et que quand ils décident de réinvestir, ça soit décidé aussi collectivement avec les citoyens, c'est-à-dire que ce soit quelque chose qui soit démocratiquement débattu. Alors sur la dernière partie, je serai un petit peu moins long, parce que c'est peut-être la partie sur laquelle il y a le plus de débats, et voilà, je vais juste donner quelques éléments. Évidemment, le problème devant nous, je pense que l'idée qu'on est dans une crise grave et qu'il y a des contradictions fortes dans le système capitaliste, je pense que maintenant, c'est quelque chose qui est assez partagé. Bon, je ne dis pas que tout le monde est d'accord avec ça, mais je pense que c'est assez partagé. L'idée qu'il faudrait une société un peu plus émancipée, moins prédatrice sur l'environnement, mais moins prédatrice sur les femmes, une société qui soit aussi plus juste et socialement, j'en parle pas du tout là, mais qui soit plus égalitaire socialement. Je pense que vous discutez même avec des gens de droite, ils seraient d'accord avec ça, certains maintenant. Enfin, c'est pas vrai que ces idées-là sont si has-been. Tout le monde ne rêve pas d'être milliardaire en France, contrairement à ce que pense le président Macron. Faites un sondage autour de vous, ça fait pas rêver, ça fait rêver une minorité cette affaire. Bon. Le problème, c'est comment on s'y prend. Et on a un problème, alors moi je résume comme ça, politique, qui est que ceux qui bénéficient de ce système, ils sont au bord d'une Ferrari, je vais choisir une Ferrari aujourd'hui, ils ont le volant, ils foncent dans le mur, et en plus ils sont sous coke. Donc ils ne se rendent pas compte qu'ils foncent dans le mur quand même. Bon. C'est un peu ça, et le problème c'est comment on leur reprend le volant collectivement. Bon. Et ça c'est pas simple. Et le volant c'est pas juste le président de la République, c'est pas juste parce qu'on est dans un système où le pouvoir, c'est pas que le pouvoir politique, c'est le pouvoir économique, etc. Donc comment collectivement on reprend le volant. Alors, j'apporte 2-3 éléments qui sont importants à mon avis et qui font une spécificité de mon approche par rapport notamment à d'autres au sein de la France insoumise. D'abord, je pense qu'on est dans une société extrêmement complexe avec différents champs. On a une société civile, on a des appareils d'État, on a des collectivités territoriales, des entreprises privées, des entreprises publiques. C'est Gramsci qui a parlé beaucoup de ça dans l'histoire de la pensée marxiste, qui explique qu'on n'est pas dans une société comme le pensait Lénine en 17, où il faut juste prendre le pouvoir politique parce que finalement il n'y a que ça qui tient et on prend le pouvoir politique et c'est bon. On est dans des sociétés où de toute façon il y a plein d'autres endroits où il y a du pouvoir, il y a le pouvoir d'agir et il faut en tenir compte. Et donc la lutte, elle se mène dans tous ces champs.
C'est-à-dire qu'il faut une lutte au niveau de l'entreprise, il faut une lutte dans les entreprises, mais il faut une lutte aussi politique, il faut une lutte donc, dans la société civile, etc. Donc c'est important d'être dans toutes les médiations qui travaillent dans ces champs. Et chacune de ces médiations a son rôle et son rôle spécifique. C'est quoi les médiations? C'est les partis politiques, les syndicats, la presse en général, les associations. Donc, en fait, il faut militer, travailler dans toutes ces médiations et il faut respecter leur indépendance. Et ça, j'ai un point assez important là-dessus. Il faut respecter l'indépendance de la presse, il faut respecter l'indépendance des syndicats parce que chacune a son rôle propre là où elle travaille. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, l'idée, c'est qu'il faut construire donc des outils qui soient le plus efficaces possible dans l'ensemble de ces champs, et il faut donc les construire pour qu'ils soient efficaces. Bon, j'ai tout un paragraphe là-dessus, j'aurai pas le temps de débattre, mais il faut construire démocratiquement. Bon. Et une fois qu'on a ce chemin-là, quel est le rôle entre... Enfin, je vous ai parlé pendant tout le long de la présentation du rapport entre le capital et le travail. S'il y a quelque chose à dire entre l'écologie et le social sur cet aspect, c'est qu'il faut absolument ne pas opposer les luttes sociales et les luttes écologiques. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais néanmoins, c'est extrêmement important. Et moi, j'essaye toujours, dans mes interventions, de voir comment, quand on intervient sur un sujet donné, comment on essaye d'éviter que les travailleurs, par exemple, soient les dindons de la farce. Bon, et de trouver notamment les luttes écologiques, qui sont aussi des luttes sociales. J'en prends une sur laquelle j'ai travaillé récemment, c'est que l'Europe a décidé de liquider Fret SNCF. Bon. Donc, pour des raisons que je n'ai pas le temps de vous décrire, mais je vous décrirai si ça vous intéresse, parce que c'est génial comme affaire, enfin c'est génial, c'est triste, mais pour des histoires de concurrence, etc., ils ont décidé de liquider Fret SNCF. Et ben, typiquement, c'est une lutte où à la fois vous avez les travailleurs avec vous, parce que c'est 50 salariés dans la région qui vont devoir repris par SNCF, hein, je ne sais pas ce qui va se passer pour eux, et en même temps, c'est une lutte écologique parce que la concurrence ne va pas pouvoir reprendre le trafic, on le sait, ils nous le disent, donc ça va aller sur les camions. Donc là, on a typiquement une lutte où on peut faire les deux. Il y a des tas de trucs comme ça où on peut mettre les gens voilà, de notre côté. Je prends un autre exemple, c'est les croisières. Donc on a mené toute une bataille sur l'interdiction du croisiérisme, mais pour l'instant, la proposition de loi qu'on a faite est plutôt une loi pour limiter les croisières et faire que le pollueur paye. Mais on n'est pas allé jusqu'à l'interdiction parce que j'ai mon collègue Mathias Tavel qui travaille au chantier de Saint-Nazaire, enfin qui est député des chantiers de Saint-Nazaire, enfin, de Nantes, donc là où il y a les chantiers de Saint-Nazaire, qui m'a dit bon, attends, si on dit qu'on veut l'interdiction des croisières, il va falloir aller discuter avec tous les salariés qui travaillent là-bas. Et donc, on va faire une autre proposition de loi où on va réfléchir, mais dans le détail, à la reconversion des chantiers de Saint-Nazaire. Bon. Mais si on ne va pas là-dessus, c'est pareil pour le nucléaire, en réalité, on se retrouve dans des moments où les gens sont pris à la gorge, et si vous leur dites « on arrête votre activité », en fait, ils vont se braquer. Voilà. Donc, c'est important, je pense, en tout cas en termes de stratégie, d'essayer toujours d'avoir ça en tête, d'essayer de voir qu'est-ce qui va se passer pour les salariés si on arrête une activité, comment on organise leur reconversion. Pour conclure, le principal ennemi qu'on a en face de nous, outre le fait qu'on a des gens extrêmement déterminés qui ne veulent pas lâcher le morceau, c'est la résignation. Et c'est là-dessus je reviens un peu sur les théories de l'effondrement. Moi, j'en ai discuté avec Pablo Servigné. Moi, je trouve que c'est un caractère extrêmement paralysant et autoréalisateur de ces théories de l'effondrement, comme les théories qui disent qu'on va forcément avoir le Rassemblement national, etc. Et que voilà. Je pense que notre principal ennemi, c'est la résignation, et qu'en réalité, on est quand même nombreux à partager en fait les mêmes objectifs, voilà, être dans le même camp. Et finalement, le deuxième ennemi qui est vraiment l'allié aussi des classes dirigeantes, c'est typiquement ce qui nous divise. C'est pour ça que, j'en ai pas parlé là, mais les questions d'antiracisme et les questions d'antisexisme sont extrêmement importantes parce que ça divise la société et du coup, les gens préfèrent se dire que le problème, c'est les étrangers plutôt que le problème, c'est ceux qui nous mènent dans le mur. Bon, la nécessité, donc, du coup, de ne pas se résigner, de se battre, partout où c'est possible, vous l'avez compris, et de construire durablement donc, et démocratiquement les forces politiques qui vont plutôt dans le bon sens. Et pour ça, nous, sur quoi on travaille, enfin moi, ce que je défends pour la prochaine période, c'est le rassemblement de la gauche et des écologistes sur une ligne de rupture. Moi, je le formalise toujours comme ça. Je pense qu'on a besoin d'être rassemblés dans la période actuelle, mais sur une ligne quand même de transformation assez radicale de la société, puisque j'ai expliqué que sinon, on n'arriverait pas, en fait, à préserver l'environnement, et qu'il est quand même assez urgent
de se bouger, donc de vous syndiquer ou de rejoindre des associations. Chacun fait là où il peut, hein, mais soit la société civile, soit les syndicats, soit les partis. Moi, j'ai pas de leçons à donner là-dessus, mais on a un vrai risque, et je finirai là-dessus, même si je pense qu'il n'y a rien d'inéluctable et je suis contre la résignation. Il faut un sursaut parce qu'on a quand même un vrai risque d'une victoire du Rassemblement national. Et on l'a vu avec Trump aux États-Unis ou avec Bolsonaro, c'est aussi un désastre pour les écosystèmes. Ces pouvoirs-là sont les pires. Bon, ils sont pro-nucléaires, pro-fossiles, voilà. Et donc, on a absolument besoin de se rassembler pour éviter d'avoir encore 50 pires avec le Rassemblement national. Voilà. Merci.